Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château et Bruno Pequignot. Série esthétique. La série esthétique publie des ouvrages qui traitent de l'art, de sa production et de sa réception, ainsi que de diverses questions esthétiques, goût, valeurs, etc., d'un point de vue principalement philosophique. Des livres de théorie de l'art, cinéma, littérature, peinture, etc., et de la culture ayant une portée générale ou philosophique peuvent être également prises en considération. Dernière parution. Do Ludovic Fier, L'école de Francfort et la critique de la modernité. Le paradoxe de l'œuvre d'art, 2015. Sous la direction de Dominique Berthet, Une esthétique du trouble, 2015. Frédéric Montaigu, Images et abstraction dans l'œuvre de Marc Rothko. Tome 2, Réhabilitation de l'œuvre entière, 2014. Frédéric Montaigu, Images et abstraction dans l'œuvre de Marc Rothko. Tome 1, Période dite de la maturité, 2014. Jean Viondury et Christian Xérier dire, Plaisir esthétique dans les arts, 2014. Francesca Caruana dire, Écriture et inscription de l'œuvre d'art, 2014. Sous la direction de Dominique Berthet, L'insolite dans l'art, 2013. Sous la direction de Bernard Guelton, Images et récits, la fiction à l'épreuve de l'intermédialité, 2013. David Brunel, La photographie comme métaphore d'elle-même. Corps et visage de l'image photonique, 2012. Sous la direction de Miguel Egaña, Figure de l'artiste, 2012. Gisèle Grammare, La maison de l'armateur. Hôtel Thibault, 2012. Dominique Berthet dire, L'imprévisible dans l'art, 2012. Dominique Berthet dire, L'art dans sa relation au lieu, 2012. Camilla Bevilacqua, Figure de l'onirique, 2011. Du même auteur. Le fabuleux bestiaire de François-Xavier Dérouville. Édition Lit Esperluette Graphie. ISBN 9782952772528, mars 2008. On y voit tout, de l'autre côté du miroir. Édition Lit Esperluette Graphie. ISBN 9782952772501, janvier 2007. Dédicace. À Amélie, mon âme jumelle. Prologue. Que les puristes lacaniens me pardonnent d'avoir pris la liberté de chahuter quelque peu l'ordonnance du discours du maître du structuralisme. Je pense au final ne pas avoir trahi sa pensée, mais bien au contraire y avoir apporté un éclairage nouveau dont se dégage un souffle définitivement visionnaire et structurant. 18 mai 1966. 20h. 45 rue d'Ulm. École normale supérieure de Paris. Une bonne centaine d'affidés sont réunis dans l'amphithéâtre de la salle du SAN. La plupart ont rejoint 2 ans plus tôt l'Association psychanalytique de France, noyau dur de l'École française de psychanalyse, future école freudienne de Paris. Toujours aussi ponctuel, arrive alors l'homme tant attendu. La soixantaine grisonnante. Chevelure permanentée à la Henri Chapier. Lunaire. L'air goguenard. Yeux sombres, sourcils épais, à peine cachés derrière la vitrine de ses lunettes. Col Mao, nœud papillon et veste en tweed oblige. Une odeur de Havane persistante signe le passage de cette infoulafile éclairée. Ce personnage haut en couleur et au physique reconnaissable entre mille se nomme Jacques Lacan. Depuis 2 ans, il préside seul contre tous les séminaires de la toute nouvelle école française de psychanalyse. Il vient de publier ses écrits aux éditions du Seuil. Ouvrage qui lui vaut en cette année 1966 une célébrité qui a su, ô combien, se faire désirer. Mais après tout, le désir n'est-il pas un des piliers fondateurs de l'enseignement psychanalytique ? Quoi qu'il en soit, Jacques Lacan fait dorénavant partie des ténors du structuralisme, courant des sciences humaines inspiré du modèle linguistique de Ferdinand Saussure. Le structuralisme appréhende la réalité sociale comme un ensemble formel de relations dans lequel chacun des éléments n'est définissable que par les relations d'équivalence, similitude ou d'opposition qu'il entretient avec les autres. Cet ensemble de relations forme un système ou structure. Aux côtés de Jacques Lacan se trouve entre autres Claude Lévi-Strauss, figure de proue de l'anthropologie,
Roland Barthes représentant la sémiologie et Michel Foucault la philosophie. La centaine d'affidés présents dans l'hémicycle ce soir-là sont pour la grande majorité de très jeunes étudiants. Ils imitent, pour ne pas dire ils singent, le style du maître, s'habillent comme lui et parlent comme lui. Il y a dorénavant la psychanalyse lacanienne avec ses séances courtes, mais aussi la Lacan's Fashion Attitude. On peut parler à cette époque d'une véritable autocratie. C'est donc dans ce contexte pré-68 art qu'en ce 18 mai 1966, Jacques Lacan prend la parole devant un auditoire entièrement acquis à sa cause. Je reviendrai aujourd'hui encore sur ce support tout à fait admirable que nous a donné les Ménines. Mais je voudrais tout d'abord saluer parmi nous la présence de Michel Foucault, qui me fait le grand honneur de venir à ce séminaire. Michel Foucault. La quarantaine rayonnante. Boule à zéro. Solaire. Un sourire à décrocher la lune. Yeux pétillants. Lunettes à grosse monture noire. Col roulé et blouson en cuir de rigueur. Invité surprise de Jacques Lacan, il est loin d'être là par hasard. Il vient en effet de publier Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines aux éditions Gallimard. Immense succès. Le premier chapitre de son ouvrage, Les suivantes, s'ouvre sur une description magistrale du chef-d'œuvre de Diego Velázquez, la famille de Philippe IV, plus communément appelée les Ménines. La confrontation des deux maîtres du structuralisme, l'un représentant la pensée psychanalytique contemporaine, l'autre celle de la philosophie, s'annonce comme une joute oratoire titanesque. Le combat des chefs. Tif contre Tondu. Le surréaliste contre le constructiviste. Lacan contre Foucault. Quelle affiche! En cette belle soirée du mois de mai 1966, on peut dire sans trahir la réalité que le soleil a rendez-vous avec la lune dans toute son acception métaphysique. Après les 3 coups d'annonce du toujours très théâtral Jacques Lacan, le rideau s'ouvre sur le tout premier acte. Acte 1. Les suivantes, ou les représentants du monde des représentations selon Michel Foucault. Lors de son précédent séminaire, le 11 mai 1966, Jacques Lacan déjà évoquait l'analyse du tableau des Ménines proposé par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Les Ménines de Velázquez comme support iconographique de son cycle d'études sur la remise en question du statut de l'objet par l'expérience analytique. S'appuyant sur les lois de la construction perspective élaborées par les maîtres de la Renaissance, Jacques Lacan entend ainsi illustrer le rapport de la division du sujet à ce qui spécifie, dans l'expérience analytique, la relation proprement visuelle du monde, à savoir un certain objet petit a. Cet objet petit a, que j'ai distingué du champ de la vision comme étant la fonction du regard. Comment ceci peut-il s'organiser dans l'expérience structurale, pour autant qu'elle instaure un certain type de pensée dans la géométrie, pour autant qu'elle est rendue sensible dans tout le fonctionnement de l'art et spécialement de la peinture. Après avoir exposé, référence explicite faite aux écrits d'Erwin Panofsky, les notions de point de fuite et de ligne d'horizon, premier pas de toute construction perspective, Jacques Lacan poursuit plus avant. À ceci, vous ai-je dit la dernière fois, tous ceux qui ont étudié la perspective ajoutent ce qu'ils appellent l'autre œil, à savoir l'incidence dans la perspective de la distance de ce point S, point sujet au plan du tableau. Cette distance est arbitraire, elle est au choix de celui qui fait le tableau. Est-ce à dire que du point de vue de la structure du sujet, en tant que le sujet est le sujet du regard, qu'il est le sujet d'un monde vu, est-ce à dire que nous pouvons négliger cette partie du sujet, qu'elle ne nous apparaisse qu'en une fonction d'artifice? Alors que la ligne d'horizon est structurale, que le fait que le choix de la distance librement est laissé à mon choix, moi qui regarde, je puisse dire qu'il n'y a là qu'artifice de l'artiste, que c'est à la distance où je me mets mentalement de tel ou tel plan, que je choisis dans la profondeur du tableau, que ceci soit en quelque sorte caduc et secondaire et non pas structural? Ce second point dans la perspective se définit de la remarque que quelle que soit la distance du sujet provisoire, du point S qui est justement ce que nous avons à mettre en suspens, parce que caduc et secondaire et non pas structural, et voir comment il rentre dans le tableau, que quelle que soit la distance de ce sujet au tableau, il y a quelque chose qui est simplement l'entre lui et le tableau. C'est là que nous devons trouver non pas l'autre œil comme disent les auteurs de perspective, mais l'autre sujet. Dans l'amphithéâtre, quelques murmures discrets témoignent d'une certaine incompréhension face au discours lacanien pour le moins hermétique.
Il y a plusieurs manières de ne pas comprendre. Il y a une manière que la plupart adoptent pour se rassurer, qui est de ressortir du séminaire en disant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.